Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Votre enfant a des difficultés à lire, il inverse les sons, il oublie les lettres, il a du mal à comprendre ce qu'il lit. Et s'il souffrait de dyslexie? Alors, 15 à 20% des enfants sont confrontés à des difficultés d'apprentissage qui peuvent concerner aussi bien la lecture, l'écriture, le calcul ou encore la concentration. Les troubles 10, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, savez-vous quel est le point commun entre Steven Spielberg, Albert Einstein, Walt Disney, Agatha Christie, Léonard de Vinci et même Tom Cruise? Eh bien, hormis leur célébrité, tous sont dyslexiques, ce qui ne les a pas empêchés de se distinguer dans des domaines aussi variés que les sciences ou que l'art. Alors, peut-être parce que ces troubles de l'apprentissage leur ont donné justement une force de caractère et une capacité de travail supérieure à celle des autres. Héloïse Bidault, bonjour. Bonsoir. Alors, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en design à Paris. Vous suivez également un second cursus management à Grenoble. Et vous êtes porteuse de troubles 10, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. Et effectivement, cela ne vous a pas empêché de réussir vos études. En tout cas, vous allez nous raconter comment vous cohabitez au quotidien avec ces troubles 10. Isabelle Vreil, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes responsable de service au centre Charlotte Bloin Vive 3 Pays de la Loire, un établissement qui accueille des enfants déficients auditifs ou ayant des troubles de l'apprentissage, en tout cas des troubles du langage oral, de leur naissance jusqu'au terme d'un parcours de formation. Donc voilà, un grand merci à toutes les deux d'être sur le plateau de La Santé d'abord et de venir nous partager votre expérience sur ce problème de santé publique qui touche en moyenne 1 à 2 élèves par classe. C'est beaucoup et qui pose des défis d'organisation des soins à l'échelle nationale avec des disparités de prise en charge selon les régions et nous y reviendrons avec notre chroniqueuse dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, pour prendre en charge ces troubles de l'apprentissage, il faut déjà bien les comprendre. Alors que savent réellement les Français de ces troubles 10? C'est un reportage de Mathieu Guillot. Je connais quelques exemples, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. Ce à quoi ça renvoie précisément, pas vraiment, c'est peut-être lié à des troubles, en tout cas pour dyslexie, orthographie, des troubles langagiers peut-être. C'est reconnu, me semble-t-il, comme une maladie. Mais à part ça, non, je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Ce qui est le plus connu, c'est de la dyslexie, c'est le fait de ne pas réussir à lire comme la majorité des autres personnes. Et donc ça entraîne des troubles de la compréhension et du coup, vu qu'on n'arrive pas à comprendre les questions, ce qu'on lit, on a des problèmes d'apprentissage, on apprend beaucoup plus lentement. Ça peut se faire par la lecture. Il y a des personnes qui sont dyscalculiques aussi, je crois. C'est des personnes qui ont plus de mal à voir les chiffres, etc. Il y a plein de facteurs différents dans les troubles 10. Les gens ne sont pas tous atteints différemment. Un trouble 10, c'est un trouble de l'apprentissage. En fait, c'est un enfant qui n'automatise pas l'orthographe d'un mot. Donc pour lui, c'est toujours des mots nouveaux quand il lit. Donc c'est un peu comme vous et moi quand on se retrouve en Chine. On a toute notre intelligence, pareil que si on est en France et qu'on va en Chine. On garde cette même intelligence, sauf qu'on ne comprend absolument pas ce qui est écrit autour de nous. Bon, ils sont plutôt calés, les Français que nous avons rencontrés. Ils maîtrisent plutôt pas mal le sujet. Isabelle, qu'est-ce qu'une personne 10? Que se passe-t-il précisément au niveau de son cerveau? Alors, une personne 10, c'est avant tout une personne qui présente un trouble du neurodéveloppement. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne, simplement, un jeune, un enfant, un adulte qui a du mal à absorber de l'information, à l'entreposer, c'est-à-dire à l'emmagasiner, à la mémoriser, tout simplement, et puis à la récupérer de manière habituelle. Chez un enfant 10, tout cela prend énormément de temps, est problématique et crée ce qu'on a vu dans le reportage, des parcours scolaires plutôt chaotiques de manière générale.
Donc, il n'y a pas de lésion cérébrale à proprement parler. C'est vraiment un fonctionnement cérébral atypique. Tout à fait. Je préfère, moi, parler d'atypie, de singularité. Effectivement, il n'y a pas de lésion cérébrale, mais simplement une façon d'aborder les choses et d'aborder le monde très particulière. Voilà. Et personne ne porte la responsabilité de ces troubles, hein, ni les parents, ni l'école, ni les enfants, ni le système scolaire. Tout à fait, tout à fait. On ne connaît pas les causes forcément de les ces causes, troubles. On a des pistes, des hypothèses. Les causes sont plurifactorielles. Alors, on a des pistes et elles sont très larges, ces pistes. Alors, effectivement, il y a des pistes d'ordre neurologique, un fonctionnement cérébral atypique. L'environnement neuronal est présent, mais il est réparti différemment et on pense que c'est ça qui créerait les confusions de sons, les confusions de lettres, entre autres, etc. Mais ce sont souvent des personnes beaucoup plus intelligentes que les autres. Hein. C'est ce que vous avez remarqué dans votre pratique. Tout à fait. Les capacités intellectuelles de ces enfants sont préservées, voire même au-dessus de la moyenne. Bon, Héloïse, vous êtes porteuse de troubles 10. Est-ce que vous vous sentez atypique, au-delà d'être peut-être plus intelligente que la moyenne, avec votre parcours scolaire et vos études? Je ne sais pas si j'arriverai à dire ça de moi-même, d'être plus intelligente que la moyenne, mais c'est sûr que je me qualifie comme différente parce que j'ai dû apprendre à m'adapter à chaque moment, surtout de ma scolarité, où je ne comprenais pas pourquoi les autres comprenaient et pas moi. Et donc, du coup, j'ai dû me faire mon chemin dans la dyslexie. Mettre en place des stratégies de compensation, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Ce sont des jeunes qui très très vite vont rencontrer de multiples problématiques et on va les accompagner, puisque je suis dans un service qui accompagne des jeunes 10, notamment des enfants dysphasiques, on le verra tout à l'heure. On les incite dans l'accompagnement à développer leur propre stratégie personnelle justement face aux difficultés. Parce qu'on ne peut pas les accompagner. Et surtout, chaque 10 va être différent, en fait. Chaque 10 est unique. Chaque 10 est unique, chaque enfant est atypique, singulier. Et donc chaque solution sera différente. Voilà, et c'est à nous aussi, professionnels, de nous adapter dans les outils qu'on va proposer à ces jeunes-là. Alors, parmi les troubles 10, il y a 3 grandes familles. Hein. On va peut-être les citer, même si on a vu que dans le reportage, les Français les connaissaient plutôt bien. Donc, tous les troubles du comportement du langage oral, ça c'est la dysphasie, c'est ça? Oui, le langage oral dysphasique. Écrit, c'est dyslexie et dysorthographie. Tout à fait. Il y a tous les troubles du développement de la coordination motrice, dyspraxie. De l'écriture, dysgraphie. Et puis les troubles du développement du calcul, ça c'est la dyscalculie. Hein. D'accord. Et à ces 3 familles peuvent s'ajouter des troubles de l'attention. C'est ce que vous aviez, Héloïse, vous? Des troubles de l'attention, non. Mais vous souffriez de dyslexie et dysprasie? Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, notamment. La totale. Ouais. Et j'ai eu du mal à me concentrer en cours, mais j'étais pas, par exemple, un enfant perturbateur. J'ai essayé de faire au mieux pour comprendre et rester concentrée. Donc, on l'a dit, ces troubles sont très fréquemment associés. Hein, c'est votre cas, Héloïse. Il est difficile de savoir aussi précisément combien de personnes sont concernées par ces troubles 10. Les chiffres varient vraiment beaucoup d'une étude à l'autre. Pourquoi c'est si difficile que ça à diagnostiquer? C'est pas tant le diagnostic qui est compliqué, c'est plutôt qu'est-ce qu'on cherche dans les études, quels sont les profils qu'on prend dans ces études-là, de quel type de dyslexie parle-t-on, parce que dans chaque 10, en fait, il y a une pluralité de modèles. Donc, c'est difficile d'avoir un chiffre juste, mais vous avez raison, on va dire que c'est entre 8 et 10% à peu près de la population qui a un trouble 10. Et concernant la dyslexie, qui est le trouble le plus fréquent, à encore les chiffres de France Dyslexia, elle concernerait 80% de toutes les personnes qui souffriraient de troubles de l'apprentissage. Donc, c'est un trouble, on l'a dit, qui touche essentiellement la lecture. Alors, justement, on va se mettre en situation, voilà ce que voit une personne dyslexique quand elle lit un texte. Voilà, c'est des lettres qui se chevauchent,
qui se chevauchent, qui s'inversent. On l'a dit, chaque cas est différent et surtout ça bouge, hein, c'est ça. Alors, je crois que vous aviez un petit garçon, vous me racontez ça tout à l'heure, qui bougeait sa feuille. Voilà. Pour vous donner un petit exemple rapide, la semaine dernière, par exemple, nous avons eu un petit garçon qui est de 6 ans qui prenait son texte pour lire et avant de prendre son texte, il pose la feuille sur la table et il fait mine d'ajuster la feuille sur la table. Et son enseignante lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Et le petit garçon répond « J'attends, maîtresse, que les lettres ne bougent plus. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que vous voyez, ce que vous avez vu à l'écran là, c'est une simulation. Alors, les lettres ne bougent pas autant que ce qu'elles ont l'air. Oui, c'est très rapide. Ouais. En fait, c'est pour nous donner à nous non dyslexiques la sensation que peut ressentir un jeune face à un écrit. C'est comme sur un appareil photo. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de zoomer d'abord sur le texte et puis, selon les polices d'écriture, vous pouvez avoir un encombrement perceptif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un doute. Est-ce que c'est un P ? Est-ce que c'est un B ? Est-ce que c'est un Q ? Etc. Une lettre qui a une verticale et un arrondi, selon la façon dont elle est présentée, elle change de son. Alors justement, Héloïse, vous, comment se manifeste votre dyslexie ? Aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. J'adore lire en plus, donc c'est assez contradictoire. Mais une anecdote que ma maman m'avait racontée quand je lui ai demandé à quel moment vous vous êtes rendu compte que ça allait pas, c'est quand elle m'a fait faire un exercice de grammaire où il fallait mettre soit mais, M-A-I-S, soit mais, M-E-S. Et j'ai rempli toutes les cases, sauf une. Et ma mère me dit « Pourquoi tu n'as pas rempli la case ?» Elle me fait « J'y ai déjà marqué mais ». Et en fait, le premier mot de la phrase était « ami ». Et c'est les mêmes lettres, mais tout mélangé. Et pour moi, le « mais » était déjà là. Et c'est là qu'elle s'est dit « Là, il y a un problème ». Ah oui, on y... Confusion des lettres. Des lettres qu'on va inverser. Et aujourd'hui, la lecture ne vous pose plus de problème ou parce que vous avez mis en place toutes ces stratégies justement de compensation Je pense que j'ai fait beaucoup d'orthophonie et de psychomotricité. Et j'ai dû apprendre à lire, à me chronométrer en train de lire, etc. Après, je pense que je lis toujours moins vite que la moyenne, mais ça ne m'a pas empêché. Voilà, vous n'avez plus ces lettres, ces lettres qui s'inversent ou qui chevauchent ou qui dansent. Donc, on parlera justement de tout le travail qu'on peut faire avec des orthophonistes. Mais on imagine bien combien ça a dû être un cauchemar pour vous, l'apprentissage de la lecture. On imagine surtout combien ces troubles peuvent être handicapants au quotidien. Et ce sont surtout des handicaps invisibles. C'est ça le souci. C'est des handicaps invisibles, c'est des véritables pourvoyeurs d'échecs, notamment d'échecs scolaires. C'est la première plainte des enseignants, la difficulté de rentrer dans l'écriture et dans la lecture. Si bien qu'au service, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on accueillait les jeunes, ils arrivaient à l'âge de 8-9 ans. Donc ils avaient déjà un premier CP, un CE1, et ils étaient en échec. C'était très compliqué de les aider, en tous les cas, d'enlever les faux plis qu'ils avaient pris. Et aujourd'hui, on travaille de manière plus précoce. En tous les cas, c'est le pari qu'on a fait dans notre service en prenant les jeunes à partir de la maternelle. Voilà, sur la tranche de petite, moyenne et grande section, où déjà... Alors, justement, quels sont les signes qui peuvent nous mettre sur la voie dès la maternelle ? Parce qu'on peut se dire qu'à l'apprentissage de la lecture, on peut voir qu'il y a un problème, mais dès la maternelle, comment on peut dépister ces troubles ? Alors, la maternelle est très axée sur le travail du langage oral, déjà, les 3 années. Des enfants qui manipulent mal les sons, qui commencent à confondre les sons, qui ont des difficultés dans l'apprentissage, par exemple, de l'écriture, qui ont du mal à former correctement les lettres, à les mémoriser, à mémoriser le patron de la lettre, comment on fait un L, comment on fait un U, etc. Donc ça, ce sont des petits signes prédicteurs. Alors, il y en a toute une flopée, on va dire, que nous, professionnels, on sait repérer et on sait que quand ils sont présents, si on ne les travaille pas de manière précoce,
l'entrée dans la lecture, dans l'écriture, dans le calcul vont être compliquées. D'accord. Vous, Héloïse, vous avez eu la chance d'être diagnostiquée très jeune, finalement. À quel âge? C'est votre maman qui... C'est ma maman, effectivement. C'est même ma maîtresse, mon premier CP, parce que j'ai redoublé mon CP, qui a dit à mes parents, elle comprend rien, mais c'est dû à quelque chose, donc faites-lui faire des tests pour comprendre. Donc j'avais 6 ans, à peu près. Donc vous avez été prise en charge très précocement. Très rapidement. Ce qui fait que finalement, à partir du collège, ça s'est un peu mieux passé. Hein. Oui et non. L'entrée au collège 6e, 5e a été compliquée parce que j'étais sur des profs qui ne comprenaient pas et qui ne voulaient même pas faire l'effort, alors que j'avais mis en place un PAI et ils ne voulaient pas en entendre parler. C'est pas un PAI, pardon? Un PAI, c'est, j'ai plus l'acronyme, mais c'est en gros des mises en place pour adapter le travail. Par exemple, pour le brevet, j'avais eu un texte à trous pour la dictée. Donc il fallait que je remplisse les trous au lieu de faire la dictée entière, parce que c'était trop long pour moi. Et même les profs devaient me donner moins d'exercices pour les contrôles ou plus de temps. Donc on a adapté l'enseignement scolaire. Exactement. Mais c'est dans tous les établissements qu'on peut... Alors, il existe à l'Éducation nationale plusieurs dispositifs d'adaptation, comme ça, aux enfants qu'on dit à besoins particuliers. Alors, le PAI, c'est un projet d'accompagnement individualisé. Voilà. Projet d'aide, merci. De votre aide. Projet d'aide individualisé, pardon. Qui permet justement de mettre en place, durant la scolarité, des aides spécifiques pour aider le jeune 10. Ça peut être une dictée à trous, ça peut être de la reformulation de consignes par une personne spécialisée le jour de l'examen. Ça peut être un tiers-temps supplémentaire. On a bien entendu Héloïse tout à l'heure, elle a dit que la scolarité était longue, elle ne faisait pas les choses au même rythme que les autres, notamment la lecture. Elle pense qu'elle lit moins vite que quelqu'un qui n'est pas dyslexique. Donc, dans les examens, on peut avoir un tiers-temps supplémentaire, un tiers de temps en plus par rapport à la durée de l'épreuve. Et en parallèle de ces PAI, vous avez vu régulièrement ce que vous nous disiez tout à l'heure, un orthophoniste, hein, c'est ça? Et il y a d'autres professionnels de santé que vous avez, qui vous ont aidé? Une psychomotricienne aussi, un peu, pendant 5 ans, je pense. Et je crois que j'étais allée voir c'est pas une sophrologue, mais c'était une professionnelle de santé, j'ai plus le terme exact, mais qui est là pour savoir la façon dont les enfants mémorisent les choses. Et du coup, elle m'a dit que j'avais une mémoire visuelle, après m'avoir fait passer plein de tests. Et ça m'a beaucoup fait comprendre ma façon de penser et d'apprendre mes cours, par exemple, encore aujourd'hui. Une neuropsychologue. Exactement. Alors, il existe également des centres de référence de ces troubles du langage aujourd'hui. Mais il n'y en a peut-être pas assez, c'est ça, pour pouvoir faire le dépistage au niveau national? Le dépistage, aujourd'hui, il s'organise de mieux en mieux, je dirais. Alors, le centre de référence est en bout de chaîne, on va dire. Ce sont les cas les plus complexes qui vont devant un centre de référence pour avoir la photographie d'une équipe pluridisciplinaire, on va dire. Le premier acteur de repérage, c'est, dans le cas des troubles du langage, c'est l'orthophoniste. D'accord. Voilà. Il n'y a aucun diagnostic qui ne peut être posé aujourd'hui en France par une seule personne, par un seul professionnel de santé. Parce que, comme on a vu, Héloïse est ce qu'on appelle une multidis. Et on a besoin d'un regard croisé de professionnels, alors orthophonistes, psychologues. Donc, du coup, ces établissements spécialisés peuvent être tout à fait pertinents pour faire ce diagnostic et que certains enfants ne passent pas à travers les mailles du filet. Malheureusement, leur fonctionnement actuel ne permet pas de répondre à toutes les demandes, sans compter les inégalités territoriales. Et on va faire le point sur la situation avec Aude Ferbos, qui va venir me rejoindre, qui est journaliste pour le journal Sud-Ouest. Aude Ferbos, bonjour. Bonjour Véronique. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de la santé d'abord. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le journal Sud-Ouest. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que les troubles 10 sont invités dans votre
quotidien de journaliste ces dernières semaines. Hein. Absolument, oui. Les troubles 10 se sont invités à mon planning avec l'histoire de Sacha. Alors Sacha, c'est un enfant qui vit à Bordeaux. Et puis dès le CP, pour lui, l'école, c'est très compliqué. Il a du mal avec l'écriture, il a du mal avec la lecture, il a du mal avec le calcul. À la maison, c'est compliqué aussi. Les horaires, les dates, l'ordre des mois, c'est pas simple. Et puis au bout de 2 ans d'échec scolaire, ses parents finissent par obtenir un rendez-vous chez l'orthophoniste, enfin, chez le neuropsychologue. Et là, le diagnostic tombe. Il est 10, donc il a 3 10. Dès l'entrée en 6e, là, c'est l'enfer pour lui parce que le collège, ça veut dire un prof différent à chaque heure, une salle différente. Du coup, il décroche. Il décroche complètement. Et là, il y a un élan de solidarité qui se produit. Les parents d'élèves soutiennent les parents de Sacha, la famille de Sacha, et les encouragent à créer une structure qui serait peut-être plus spécialisée. Et c'est ainsi qu'un an plus tard, un collège spécifique, entièrement spécifique, dédié aux 10, aux enfants 10, est créé à Bordeaux, à côté de Bordeaux, sur la commune d'Ésine, donc qui accueille une vingtaine d'élèves 10, de la 6e à la 3e. Et en fait, ça a sauvé la scolarité de Sacha. C'est la 3e rentrée en 2023 de ce collège. Aujourd'hui, Sacha a 16 ans. Il a trouvé sa voie et il va super bien. Bon, c'est une bonne nouvelle pour Sacha. Isabelle, qu'est-ce que vous pensez de ces établissements spécialisés pour les élèves 10 ? On travaille dans mon service adossé à ce type d'unité, que ce soit des ULIS ou que ce soit des collèges spécialisés tels que vous l'avez décrit. Bien évidemment que ce réseau doit se déployer de plus en plus. On doit élargir le plus de dispositifs possibles, les plus larges possibles, parce que, on l'a dit tout à l'heure, un enfant 10 est toujours singulier. Donc, il faut multiplier ce genre de dispositifs, continuer, parce qu'il y a des besoins énormes aujourd'hui. Et on voit très bien que ça a des impacts sur... Alors, c'est un trouble des apprentissages, certes, mais qui a aussi des impacts sur la vie sociale, la vie affective de ces jeunes. Et la future vie professionnelle de ces jeunes. Et surtout leur insertion professionnelle. Voilà. Merci en tout cas, Audin, pour ces informations. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure avec Héloïse, il existe aussi des outils informatiques qui peuvent aider les personnes 10 à surmonter leurs difficultés. À l'occasion de la Journée nationale des 10, c'était le 15 octobre dernier, nous avons découvert Cantuscribe, une solution inclusive et innovante pour les élèves atteints de troubles de l'apprentissage. Regardez. Accompagné de ses parents, Marcel, 10 ans, présente des troubles 10. Dyslexie, dyspraxie ou encore dysgraphie, 6 à 8% des élèves en France ont des troubles de l'apprentissage. Des difficultés qui entraînent bien souvent un retard à l'école. On observe vraiment un décalage entre sa vitesse et sa capacité à lire et à écrire par rapport à l'âge qu'il a, et donc il est en retard sur le volet écriture et lecture. Et donc on est au stade où on cherche des outils qui peuvent lui permettre de répondre aux questions qui lui sont posées sans que ce soit amoindri par sa capacité et ses difficultés à formuler des phrases. Pour les aider, Minaj Selvam et François Biou ont fondé le logiciel Cantuscribe, une boîte à outils personnalisée pour accompagner l'élève dans toutes les matières. En fait, ça permet de proposer des outils qui peuvent compenser leurs difficultés. Et du coup, par exemple, cet élève qui est dyslexique, qui a du mal à lire, en fait, il peut mieux lire s'il a des outils, par exemple, pour changer la police, pour lui donner une police simplifiée, pour pouvoir mettre des couleurs, pour pouvoir séparer les syllabes. Donc tout ça, en fait, va permettre d'aérer le texte pour qu'il puisse avoir un plus grand confort de lecture et qu'il puisse mieux lire. Correcteur orthographique, dictée, mais aussi opérations mathématiques, 27 outils sont proposés pour s'adapter à chaque besoin. Un logiciel testé par Marcel et ses parents. C'est les couleurs. Exactement, qu'on peut changer. Ouais. Soutenue par l'Éducation nationale, la start-up lilloise accompagne déjà plus de 10 000 élèves dans une 50aine d'établissements. Voilà, en tout cas, un outil intelligent. Héloïse, qu'est-ce que vous avez utilisé, vous, comme outil numérique pour vous aider à surmonter vos difficultés ? Au début, je pense que c'était le début de numérique pour l'aide aux dyslexiques. Donc on avait juste une tablette et on faisait des mind maps
dessus et ça nous aidait à... Des quoi, pardon? Des mind maps, des cartes mentales. Ah, des cartes mentales, oui. Et Mon anglais est très mauvais, hein, désolée. Ça nous aidait à mettre sur table ou mettre à l'écrit ce qu'on avait en tête et apprendre de nous-mêmes et notre savoir. Et donc on avait ça, mais je ne connaissais pas du tout ce logiciel qui a été développé et qui a l'air vraiment super. Bon, en tout cas, tous ces outils ne doivent pas faire oublier que le premier conseil, Isabelle a donné aux parents, c'est de valoriser le plus possible son enfant. J'imagine c'est ce que votre maman a fait, lui montrer qu'on est, qu'on le soutient et qu'on croit en lui surtout. Hein. Tout à fait, parce que ces enfants-là manquent énormément de confiance en eux et l'estime de soi peut être vite atteinte quand on est notamment multidis et que tout est difficile à l'école, entre autres, et dans la vie de tous les jours aussi. Donc il faut encourager, valoriser ces enfants-là dans leur réussite. Voilà. Et puis pour conclure cette émission, moi sur une note optimiste, je voudrais souligner les 4 grandes forces que vont généralement présenter les enfants 10, comme leur persévérance, leur capacité à ne jamais se décourager, leur logique, leur faculté à résoudre les problèmes, parce que du coup, il faut trouver des stratégies, comme on le disait tout à l'heure, leur imagination, leur capacité à s'évader, leur empathie aussi, et leur faculté à écouter les émotions des autres. Héloïse, vous vous retrouvez un peu dans ce Tout à fait. C'est vraiment une description de moi-même que vous venez de faire. Un grand merci à toutes les 3. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.